retour sur le plateau de l'enseignement catholique pour cette dernière interview dans le cadre du Salon des maires. Il est temps de conclure après 2 journées et demie de tables rondes, d'interviews, d'échanges qui ont été beaucoup fructueux, très humains. Et on va terminer avec vous, comme c'était promis, Philippe Delorme. Vous êtes le secrétaire général de l'enseignement catholique et vous nous aviez fait cette promesse de venir conclure. Au cœur de votre conférence de presse de rentrée, presque constamment en arrière-plan, c'est d'ailleurs en arrière-plan, derrière vous à l'image, École catholique avec vous pour une éducation équitable, se posait donc la question de l'équité, des conditions équitables de l'existence de l'enseignement scolaire et de sa coexistence avec l'enseignement public. Au-delà des faits eux-mêmes dont nous allons parler, comment vous expliquez la permanence de ce déséquilibre que vous dénoncez? Ça vous fait sourire? Oui, parce que c'est effectivement un long chemin et on ne peut que regretter qu'il y ait encore un déséquilibre. On a l'impression parfois que nous ne sommes pas totalement reconnus à notre juste place. Or, nous savons à quel point c'est une richesse, je pense, pour les familles d'avoir ce choix, cette liberté de choix. Nous avons un dispositif original permis par la loi Debré, cette association avec l'État, mais on a l'impression qu'il faut toujours un peu forcer pour qu'on puisse pleinement assumer notre responsabilité dans le système éducatif français. Des réticences sans doute d'ordre idéologique, d'ordre politique, d'ordre financier aussi, parce que voilà, l'équité peut avoir un coût et certaines collectivités où l'État n'est pas toujours prêt à assumer. Peut-être aussi une vision de l'enseignement catholique comme une forme de concurrent, alors qu'on ne s'est jamais inscrit dans la concurrence, mais dans une juste complémentarité qui répond à la liberté de choix des familles et aux besoins éducatifs des jeunes. Il y a aussi une question d'image, une image qui a la vie dure. L'enseignement catholique continue de passer dans l'esprit de beaucoup de responsables politiques, de parlementaires, peut-être parfois de maires, peut-être un petit peu moins d'ailleurs, nous sommes dans le cadre du Salon des maires. Elle passe pour un monde friqué, un peu à part, qui n'a pas besoin qu'on l'aide. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage, cette absence d'information ou de curiosité de la part d'élus qui pourtant devraient être des gens de terrain avant tout, cette propension à la caricature encore chez nombre de nos élus? C'est vrai. On a envie de leur dire venez et voyez. Mais ils ont parfois un peu de mal à venir. Et souvent, malheureusement, on s'aperçoit que nous sommes présentés qu'à travers quelques établissements qui peuvent apparaître d'ailleurs très sélectifs, très élitistes d'un point de vue social, mais qui se situent dans des lieux où forcément il y a moins de mixité sociale. La réalité de l'enseignement catholique est beaucoup plus complexe que ça, et notre diversité est notre richesse. Et nous savons effectivement que nous avons une diversité d'établissements, une diversité de formations. Alors c'est parce que c'est souvent par méconnaissance. Effectivement, si on allait regarder un peu de l'intérieur ce qui se vit au quotidien dans nos établissements, eh bien certains seraient certainement surpris de la plus grande mixité sociale qu'on l'imagine, d'une plus grande diversité culturelle accueillie, etc., etc. Alors maintenant, je vais me faire l'avocat du diable et pardonner déjà cette expression face à vous, mais peut-on à la fois sur le plan philosophique revendiquer sa différence et dans le même temps demander une égalité de traitement, même la simple équité? Différence et pas de différence en même temps. C'est la différence qui constitue la richesse. On est dans une société ouverte qui permet, et nous croyons fermement que justement la différence, la diversité est une chance pour notre nation. On est dans un pays où on se pose beaucoup de questions autour de la laïcité, de la fraternité, et je pense très sincèrement que notre projet éducatif propre répond à un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de questions que se pose aujourd'hui notre société. Je crois que dans nos établissements, nous avons une façon de vivre la laïcité et la fraternité qui construit un monde de demain plus juste et plus fraternel, justement. Donc, la différence ne permet pas l'équité de traitement, bien au contraire. La différence doit être reconnue comme une richesse. Et dès lors que la différence est un vecteur de richesse, elle implique
une égalité de traitement. Absolument. C'est cela. L'iniquité empêche la fraternité. C'est ce que vous avez dit lors de votre conférence de presse. Dit autrement, il n'y a pas de fraternité sans équité. Oui. Des exemples? Je crois que si on veut, par exemple, que l'enseignement catholique s'ouvre davantage à des populations moins favorisées, voire défavorisées, il faut qu'on donne les moyens à ces familles d'avoir accès chez nous. En termes de contribution financière, on sait faire. En termes de restauration scolaire, on ne sait pas faire. Nous réclamons que nos enfants soient traités comme tous les autres enfants. Si des enfants se sentent discriminés, ce qui est le cas aujourd'hui en France, il y a deux catégories d'enfants. Il y a les enfants qui sont scolarisés dans l'enseignement public, qui vont avoir le droit à l'aide pour la demi-pension, et les enfants qui sont scolarisés dans l'enseignement privé, qui n'ont pas le droit à cette même aide. Comment construire une fraternité si déjà on oppose deux catégories de jeunes? Voilà un exemple. Vous voulez plus de moyens? Tout dépend de ce qu'on appelle par plus de moyens. On veut que les familles soient traitées de la même façon, quel que soit leur choix. Et quand on dit, on souhaite, sur la question de la restauration scolaire ou sur la question des AESH, un traitement équitable, c'est d'abord tourné vers les familles. Et ce n'est pas l'enseignement catholique qui réclame toujours plus de moyens, mais au moins que les familles soient traitées sur le même pied d'égalité. On vous demande de prendre votre part pour favoriser la mixité sociale, mais on dissuade indirectement certains parents de mettre leurs enfants dans vos établissements. C'est ça le paradoxe, voire la contradiction que vous dénoncez. Absolument, et que je continuerai à dénoncer parce que c'est une réalité. Quelles sont les transitions qui vont s'imposer à l'enseignement catholique dans les mois ou dans les années qui viennent? Je crois que, si vous voulez, on travaille, on a engagé une démarche prospective qui a été engagée par mon prédécesseur et que nous poursuivons et que nous accélérons, je dirais, cette année. Et nous avons vraiment quatre axes stratégiques qui sont définis là, sur comment réaffirmer notre projet spécifique dans un monde sécularisé, dans un monde déchristianisé. Comment utiliser tous nos espaces des libertés pour maintenir un enseignement d'excellence pour chacun. Comment assurer un maillage territorial et une offre de formation qui répondent aux besoins des jeunes. Et comment réfléchir à de nouvelles modalités économiques et de gouvernance pour répondre aux enjeux de demain, pour répondre aux évolutions démographiques, pour répondre aux besoins de formation des jeunes qui ont besoin de cette diversité de formation, qu'elles sont d'enseignement général, technologique, professionnel, par voie scolaire ou par voie d'apprentissage. Donc tous ces éléments-là, nous devons les travailler pour nous adapter à un monde qui est continuellement en mouvement et pour nous adapter aussi aux réalités géographiques et locales, en ayant toujours le souci de ne pas abandonner des territoires notamment les territoires ruraux, dont la démographie n'est peut-être pas très flamboyante, mais qui ont besoin de notre présence pour garder justement une certaine vivacité dans leur territoire. Et quand on lit, Philippe Delorme, que l'enseignement catholique doit renouveler son modèle économique, c'est vous-même d'ailleurs en interne qui le dites, qu'il doit organiser une mutualisation opérationnelle, qui doit repenser peut-être un pilotage efficace. On pense à quoi et qu'est-ce qui est possible disons à court terme? Alors, en ce qui concerne le modèle économique, il y a déjà des choses qui sont en route, comme des fusions d'établissements, des fusions d'OGEC, des rationalisations au niveau des éléments de solidarité qui se développent localement entre établissements pour permettre à des établissements plus fragiles d'être soutenus par des établissements plus solides. C'est avoir toujours le souci de permettre à chaque établissement d'exercer pleinement sa liberté. Dans l'enseignement catholique, on part toujours de l'établissement qui est la cellule de base, si j'ose dire, de l'enseignement catholique. Et à partir de là, il faut que nous soyons capables à la fois de fédérer, parce que l'établissement n'est jamais seul, il est dans un réseau, etc. Et de travailler davantage en lien au-delà des diocèses. Certes, l'établissement, le diocèse, ça restera la base, mais aujourd'hui, on voit bien que la dimension régionale est une dimension fondamentale qu'il faut prendre de plus en plus en compte pour penser l'avenir de l'enseignement catholique. Donc en termes de gouvernance, on aura certainement un poids plus important de la région qu'il ne l'est aujourd'hui. Une période de campagne électorale s'ouvre très bientôt, à supposer qu'on ne soit pas déjà complètement dedans, mais
C'est un moment important que vous allez essayer d'exploiter pour faire passer un certain nombre de messages. Certainement, certainement, parce que c'est le moment où il est légitime que, compte tenu du poids que nous représentons dans le système éducatif, nous puissions interroger les candidats, quand on les connaîtra, pour leur demander leur vision d'abord de l'éducation, parce qu'au-delà de l'enseignement catholique, je crois que nous avons à contribuer au débat sur l'éducation, apporter notre pierre à l'édifice, notre réflexion propre, qui peut servir pour le bien de tous. Et puis après, voir un petit peu comment il se situe aussi par rapport à cette question d'équité à développer entre l'enseignement privé sous contrat et l'enseignement public. Donc on aura des demandes, on a des dossiers qui sont certains assez urgents, comme la question de la prise en charge des AESH sur la pause méridienne, des accompagnants d'enfants handicapés, sur la possibilité d'acquérir un peu de souplesse dans des possibilités de développement, de restructuration, sur des avancées pédagogiques et éducatives qui donnent plus de liberté aux établissements, même si nous en avons. Bref, il y a un certain nombre de sujets qu'on doit travailler avec tous les représentants des communautés éducatives, aussi bien avec les parents d'élèves que l'association, la fédération des OGEC, avec voilà, tous les acteurs, qu'avec l'enseignement agricole, parce que l'enseignement agricole a aussi sa place particulière à valoriser avec ces missions particulières de valorisation des territoires. Donc c'est tous ensemble qu'on va définir un peu des demandes qui sont en train d'être travaillées actuellement. Une actualité récente m'a inspiré une question que je voulais absolument vous poser, et ce sera ma dernière, et ça conclura notre échange. Le problème du défaut de paiement du ou des parents qui finit par pénaliser un enfant. Quand vous avez vu dans cette actualité récente dont je parlais surgir un fait divers de ce type, même s'il s'agissait de l'enseignement public, le chrétien que vous êtes a pensé quoi? Un enfant ne doit jamais être victime de la situation de ses parents. Dans l'enseignement catholique, je n'affirmerai pas que c'est à 100% parce que ça serait présomptueux de ma part et ça c'est certainement faux, mais lorsqu'une famille rencontre de réelles difficultés financières, on l'accompagne toujours. Et on laissera jamais... on n'a jamais exclu un enfant de nos établissements pour des raisons financières. Quand les familles sont honnêtes. On a des familles qui ne sont pas honnêtes. Ça existe, des gens qui pourraient. Mais parfois, il y a des familles, par contre, qui ne viennent pas chez nous, qui vont retirer leurs enfants sans oser partager leurs difficultés financières. Et ça, nous le regrettons toujours, parce qu'on est là pour aider et accompagner. Nous avons des mécanismes de solidarité qui permettent d'accueillir un enfant dont les parents connaissent une situation difficile. Moi-même, j'ai été chef d'établissement et j'ai pu le vivre à plusieurs reprises, où effectivement, on a continué à accueillir des enfants dont les familles traversaient de graves difficultés. Et puis voilà, et même on a eu parfois des belles histoires. J'ai connu ça comme chef d'établissement d'un ancien élève qui, devenu adulte, ayant une belle profession, s'est présenté à moi en disant « Vous m'avez accueilli, vous n'avez rien demandé à mes parents parce qu'on traversait une période très difficile. Voilà mon don pour votre école. » Ça existe chez nous. Merci Philippe Delorme. Merci à vous.